Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire, sur Dialogue d'Experts. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Olivier Delorme. Avant qu'on rentre plus avant dans son œuvre et que devient cette Union européenne, puisque ça va être le grand sujet de la discussion avec Olivier Delorme, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, hein, ça commence à bien faire, de liker bien évidemment, de commenter, parce que ça nous aide et puis ça nous permet d'orienter nos reportages. Et puis si vous en avez la possibilité, eh bien également abonnez-vous sur d'autres supports que YouTube, ça nous permet d'être indépendants au cas où, par malheur, dans un élan démocratique extrême, nous étions coupés d'un des réseaux, eh bien ça permet de continuer sur d'autres réseaux. Et donc vous pouvez aller par exemple vous abonner sur TikTok, où vous avez des shorts de nos émissions, et sur le compte Telegram de Fréquence Populaire. Voilà, n'hésitez pas, je vous remercie. Donc aujourd'hui, on reçoit Olivier Delorme. Bonjour Georges, Et et je te merci, remercie Olivier. merci de En plus, m'inviter une fois de plus. voilà, et Olivier m'est très cher pour tout un tas de raisons, mais en plus il a été un des premiers qui est venu nous aider sur Fréquence Populaire. Je crois que tu as été un des premiers interviews en direct, possible. qui n'étaient pas les plus vus au début. Maintenant on pulvérise tout ça. Nous voilà dans notre salon. Tu es à la place qu'occupait récemment Emmanuel Todd. Il va revenir d'ici quelques jours. Je regarde chacune de ces vidéos comme on déguste un bon vin. Eh bien, on va faire pareil avec toi, je pense. Surtout sur ce sujet que tu maîtrises très bien, et comme on a décidé à Fréquence Populaire, eh bien, de continuer le travail qu'ont fait certains, à commencer par toi, bien sûr Coralie Delhomme, pardon, David Kayla, François Coq, tant d'autres. Mais toi, tu as été un des précurseurs sur qu'est-ce qu'est réellement l'Union européenne et où on va, puisque nous sommes à un moment charnière géopolitique. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas Olivier Delorme, tu es historien, tu as étudié l'archéologie, l'histoire, tu as agrégé l'histoire, tu es en histoire en particulier connu pour un ouvrage qui, en 3 tomes, très épais, très documenté, qui est un ouvrage de référence, qui s'appelle La Grèce et les Et Balkans. les Balkans. Ceux qui sont intéressés par ce sujet, eh bien, je vous invite à le consulter. Et enfin, j'espère qu'on va en parler aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette région en ce moment, On va dont on ne également, parle pas. on va également en parler parce que ta vie personnelle fait que tu es à Paris, où nous sommes en ce moment, mais tu n'aurais pas dû être là, parce que tu as une deuxième patrie de cœur. J'ai deux amours, mon pays et la Grèce, pourrait-on dire, te concernant. Tu vis en Grèce, Je vis en Grèce, avec ton compagnon, ouais, avec mon et compagnon beaucoup et de 8 chats. chats. Et 8 chats, 8 ou 9. 8 ou 9, Bon, apparemment un nouveau s'est installé pendant mon absence. Donc, voilà. Les chats ont 9 vies, 9 chats, voilà, c'est très bien. Et tu connais très bien la situation grecque contemporaine, on en a beaucoup parlé, on a disserté. Et ça serait intéressant d'en reparler, ah où oui, on en parce est qu'il se passe des choses. 10 ans après. Oui, Parce oui, que oui, oui. dans quelques mois, on fêtera la trahison de Tsipras, de Syriza, Oui, oui. et la signature du mémorandum. Où est-ce qu'on en Et est? le pays entre en ébullition depuis quelques semaines, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Tu t'intéresses beaucoup à la géopolitique. Tu as écrit dans l'ouvrage d'Éric Dénessé et Tigran Yegorian, Yégavian. Yegavian, qui ont écrit sur le Haut-Karabakh, le livre noir. Toi, tu as écrit un article spécifique sur les Grecs et les Arméniens face à la menace turque de 1821 jusqu'à nos jours. D'ailleurs, régulièrement, tu nous fais part des bateaux turcs qui patrouillent pas trop Oui, oui, loin. en ce moment, c'est un peu... Ça s'est un peu calmé. oui, il s'est un peu calmé parce qu'il s'occupe de l'autre côté pour l'instant. Donc, il est un petit peu calme sur le front grec. Alors, il s'est occupé du Karabakh. Maintenant, il s'occupe du Kurdistan et de la Syrie et de la Libye. Donc, mais on pourra Mais en on en parler reparlera aussi parce aussi que parce que c'est aussi très lié à l'inconséquence géostratégique européenne. Donc,
Et puis tu es romancier. Et sur la question arménienne, j'ai également écrit un roman qui s'appelle Tigran l'Arménien, voilà, sur le génocide de 1915 et, et son actualité. Voilà, parce que tu es aussi écrivain, romancier. Tu as Absolument. écrit un certain nombre d'œuvres. La dernière, je vous encourage à lire, elle est vraiment extraordinaire. C'est Thémistocle. Tu travailles sur Hippocrate. Je travaille sur Hippocrate et les débuts de la médecine occidentale, oui. Ça va être très Mais en intéressant. même temps sur la guerre du Péloponnèse et l'expédition de Sicile, avec un Alcibiade qui a peut-être quelques traits communs avec un personnage que nous connaissons, voilà, dans son côté pervers narcissique et engageant sa cité dans des aventures qui conduisent à sa perte. Mais ce n'est pas pour cela, en premier, qu'on t'invite sur Fréquence Populaire, c'est pour parler de l'Union européenne, dont tu es un grand spécialiste. Alors, on a ici en exergue eh bien ton livre, parce que tu es aussi essayiste. On peut dire aussi que tu es un gaulliste authentique, un patriote Intransigeant. intransigeant, mais humaniste, hein, Oui, oui. un grand patriote, et tu as écrit eh Ce bien, qu'on appelait autrefois un gaulliste de gauche, voilà, un du, gaulliste de du gauche. temps où le gaullisme avait un sens et où la gauche avait un sens. Et tu avais écrit ce livre, 30 bonnes raisons de sortir de l'Europe, hein, de cette Union européenne. Eh ben, on va en parler, parce que nous sommes dans un chamboulement géopolitique global, on en parle régulièrement ici. D'un côté, les BRICS se construisent et veulent acter que le monde est multipolaire. Il semblerait que l'autre très grande puissance mondiale, les États-Unis, avec Donald Trump et son administration, sortent du fantasme néoconservateur de l'hégémonie américaine sur le monde qui a fait tant de guerres et acceptent ce monde multipolaire, d'où le désir de faire la paix. Et là-dessus, les Européens, l'Union européenne telle qu'elle s'est construite, poussée justement, vassalisée par une Amérique néoconservatrice, se retrouvent un peu comme des poulets sans tête et on les voit tous courir en prenant des positions les plus ahurissantes les unes que les autres. On l'a vu encore récemment avec la déclaration guerrière de notre président, Emmanuel Macron. Toi qui as écrit ce livre il y a déjà quelque temps, euh, où, où en est cette Union européenne, selon toi, en ce moment? Est-ce qu'elle entre en fusion? Est-ce qu'elle vise la fédéralisation? Est-ce que... Alors tu sais, au moment de ce qu'on a appelé la crise grecque, je pensais qu'on entrait dans la crise finale de cet édifice adémocratique ou antidémocratique qu'est l'Union européenne. Euh, et j'ai vraiment pensé que la Grèce, Syriza, euh, fu- euh, allait faire entrer en fusion, comme tu le dis, l'euro, et que derrière, c'est tout l'édifice qui s'effondrerait. C'était d'ailleurs un sujet de désaccord avec Coralie, qui, tout en soutenant, nous nous sommes rencontrés avec Coralie à propos de la Grèce, puisque c'est elle qui est venue vers moi à l'époque pour me faire parler de ce sujet dans son blog qui s'appelait La Reine Nue. Mais on avait un désaccord et elle pensait que tout ça pèterait par le centre et pas par la périphérie. Donc aujourd'hui, je me méfie un peu de moi-même en me disant, ils ont trouvé les rustines à l'époque, alors que les choses pouvaient possiblement aller assez vite, parce que si la Grèce sortait de l'euro, derrière l'Italie, la montée des taux de change faisait que l'Italie, l'Espagne, le Portugal n'auraient pas pu y rester. Derrière,
derrière la France aurait été étouffée par la montée du taux de change que tout ça aurait entraîné. Et donc c'était la fin de l'euro. Et derrière la fin de l'euro, l'échec eût été tel que le reste de l'édifice se serait écroulé. Or, ils ont trouvé les rustines. Et donc aujourd'hui, je me méfie de cet optimisme, entre guillemets, que j'ai eu à ce moment-là, même si effectivement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de puissants mouvements de dissociation qui sont à l'œuvre à travers l'aventure absolument stupide et absurde dans laquelle les dirigeants européens se sont engagés en 2022. Alors, Tu parles de l'Ukraine. de l'Ukraine, oui, du soutien à l'Ukraine. J'ai retrouvé, alors, si tu veux, pour comprendre ce qu'est cette politique de soutien à l'Ukraine et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comment on est déclassé dans cette affaire. Donc, comment on est déclassé? On entend aujourd'hui tout le monde faire des parallèles historiques avec Munich, avec le fascisme, avec le nazisme, tout ça n'a aucun sens, évidemment. En revanche, il y a quelque chose qui a un sens en termes de parallèle historique, c'est le parallèle historique entre ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Ukraine et ce qu'on a vécu à la fin des années 60 avec le Vietnam. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est une guerre en partie par proxy, alors beaucoup plus aujourd'hui que ça ne l'était au Vietnam, parce qu'à partir de Johnson, il y a un engagement direct. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la guerre du Vietnam? Il s'est passé qu'il y avait un pays qui s'appelait la France, qui était dirigé par le général de Gaulle, et que ce pays, il était dirigé par un président de la République qui est allé à Phnom Penh faire un discours que j'aimerais que tout le monde relise et qu'on nous passe dans les journaux télévisés pour dire que ce qui était à l'œuvre, c'était un impérialisme américain, que cet impérialisme américain était porteur de guerre, et que face à cette situation, sauf à embraser toute la région et le monde entier, il fallait y mettre un terme. Et derrière, où se tiennent les... derrière, on a une alternance politique aux États-Unis. C'est-à-dire que Nixon arrive au pouvoir en 68 avec Kissinger, et il va mettre fin, président républicain, et il va mettre fin à la guerre des démocrates. Qui a engagé la guerre au Vietnam? C'est Kennedy, puis Johnson. Qui fait la paix? C'est Nixon et Kissinger. Kissinger, on peut lui reprocher bien des choses, mais dans cette affaire. Mais où se passent à ce moment-là les négociations de paix? Est-ce qu'elles se passent en Arabie Saoudite? Non, elles se passent à Paris. La nation pivot. C'est-à-dire que le discours de Gaulle, à partir du début de la guerre du Vietnam et qui va monter en puissance jusqu'au discours de Phnom Penh pour dire il faut faire la paix, met la France à ce moment-là en position d'être celui qui permet le dialogue et celui à qui on va s'adresser et pour faire la paix, comme facilitateur. Donc, si tu veux, tu vois bien la différence, à la fois les similitudes, c'est-à-dire une guerre démocrate auquel un président républicain veut mettre un terme, et en même temps, le rôle pivot que joue la France, et pas l'Europe, hein, mais bon, ça, on peut en reparler, mais que joue la France dans cette affaire, qui fait que les négociations de paix se passent là où à Paris. Et
et si tu veux, le parallèle est saisissant parce que en réalité, les États-Unis ont soutenu à Saïgon un régime fantoche du même type que celui qu'ils ont installé à Kiev en 2014 et qui a mené cette guerre comme le régime Thieu, enfin les différents régimes et le dernier, le général Thieu ont mené la guerre du Vietnam. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les Américains lâchent parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils voient qu'ils sont dans une impasse. Donc on est dans ce moment-là aujourd'hui. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir la voix qu'elle aurait dû avoir dans l'affaire ukrainienne, c'est-à-dire une voix qui prônait la paix et la négociation dès l'origine du conflit, la France de Macron s'est engagée dans une politique de suivisme de l'aventurisme américain et qu'aujourd'hui, ce suivisme de la politique ce suivisme américain aboutit à un échec diplomatique total parce que le pouvoir a changé à Washington et que on se trouve dans cette situation Oui, où mais là, la on a France et l'Europe sont totalement déclassées sur le plan diplomatique. et semble-t-il, l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Là, on a quand même, Oui, alors que on a des États qui étaient largement vassalisés, on le voit dans les textes européens. Aux oui, États-Unis, le patron, Washington, se retire, mais là, fait étonnant, et comment tu l'expliques? Les Européens, ceux qui sont actuellement les Macron, les Merz, les Scholz, les von der Leyen, il n'est plus vraiment enfin en tout cas plus dans l'Union Européenne, mais il est en Europe, Starmer pour les Britanniques, eux, double. On alors, double, on y va, on va remplacer les États-Unis et sauver la démocratie tu, et nous opposer aux nazis. tu m'amènes au deuxième point que je voulais, que j'annonçais dans mon propos liminaire. Euh, pourquoi pourquoi les Européens ont-ils fait ça et font-ils ça? Je ne veux pas me citer, mais Si, dans il dans faut, ce 30 justement. bonnes raisons, dans ce 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, à la Très, page 40, very accurate, comme diraient les Anglais, c'est pas d'hier, ben au- c'est toujours valable. Hein. aux pages 49 aux pages 49 et 50 du chapitre 5, ce chapitre 5 est intitulé L'Europe n'est pas la paix, virgule, c'est la guerre froide à perpétuité. Bon. Et donc, en conclusion de ce chapitre, je cite un grand européiste. Ce grand européiste s'appelle Altiero Spinelli. Oh. Altiero Spinelli, il a été fondateur du mouvement fédéraliste européen. Il vient du communisme. Hein. Fondateur du mouvement fédéraliste européen et de l'Union des fédéralistes européens. Il est commissaire européen de 1970 à 1976. Il est député à l'Assemblée parlementaire européenne, que je n'appelle jamais le Parlement parce que c'est un faux Parlement, qui n'a aucun des vrais pouvoirs d'un vrai Parlement, de 1979 à 1986. Et il est le promoteur du projet de traité fédéraliste qui aboutit à l'acte unique européen de 1986. C'est donc un personnage pivot de ce qu'on appelle la construction européenne. Bon. Qu'écrit Spinelli dans son Diario Europeo, son journal européen, en date du 12 avril 1953. Il écrit ceci. On ne peut le dire publiquement. C'est le principe de Jean Monnet et c'est le principe de l'Union européenne. Hein. Et ça l'a resté. Et ça le restait. C'est un des principes fondateurs. Mais le fait est que l'Europe, pour naître, a besoin d'une forte tension russo-américaine et non d'une détente. Point. De même, pour se consolider, aura-t-elle besoin d'une guerre contre l'Union soviétique
et de savoir la faire au bon moment. Dis donc. J'ai répondu à ta question? Mais au-delà des espérances. Donc on est là en ce moment, tu dirais, dans une continuation de cette construction européenne qui s'est fait en se camouflant, qui s'est fait à petits pas, qui s'est fait dans le dos des peuples. Oui. On en parlait l'année dernière. Oui. Pendant l'élection européenne, on a appris que l'Union européenne avait vécu son plus grand moment démocratique. Ça, c'est le 24 décembre 2023. Sur le site de l'Union européenne. On est tous un petit peu surpris de lire on avait raté que l'année 2023 était l'année la plus démocratique qu'ait jamais vécue l'Union européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, une forme d'hibernation qui nous a frappés tous pendant cette année. Et on découvre que l'Union européenne a fait ici et là des panels citoyens, comme fait Emmanuel Macron. 50 Slovaques, 120 Italiens, 200 Français, sans nous le dire vraiment, ça s'est fait un peu dans le dos, et que toutes ces bonnes gens ont trouvé évidemment formidable qu'il fallait fédéraliser l'Union européenne et que ça donnait, ce grand moment démocratique permettait un moment constitutionnel, ce qui est déjà tout à fait bizarre, pour aller plus avant vers la fédéralisation. Est-ce que ce qui se joue là, avec la guerre en Ukraine, c'est beaucoup de bruit et beaucoup de fumée pour dire qu'on va soutenir les Ukrainiens qu'on sait déjà condamnés à la défaite, déjà défaits, et les sacrifier pour créer un vent de panique, et il nous faut absolument nous fédérer. Oui, c'est exactement ça. C'est pour moi le seul sens qu'on peut trouver au discours actuel de Macron. C'est son obsession. Je veux dire, La souveraineté européenne. Il n'a aucune colonne vertébrale sur rien, sauf là-dessus. Donc, son obsession, c'est d'arriver à accoucher au forceps d'une fédération européenne et de ce qu'il appelle la souveraineté européenne qui n'a strictement aucun sens. Donc, je veux dire, il n'y a de souveraineté que entre des gens qui se reconnaissent des intérêts communs, un imaginaire commun. Bon, évidemment, il n'y a aucun imaginaire commun entre un Lituanien et un Crétois. Il n'y a aucun imaginaire commun entre un Sicilien et un Suédois. Je veux dire, il faut être stupide et il faut vouloir ignorer ce que sont les réalités de l'histoire pour continuer à prétendre ça. Donc, si tu veux, comme c'est ça son seul but et que tout lui échappe, je veux dire, pas tout lui échappe non seulement à lui, mais à tous nos dirigeants européens qui sont aujourd'hui mal élus, élus avec des scrutins plus ou moins sincères, avec des juges constitutionnels un peu partout. On le voit aujourd'hui en Roumanie, on le verra peut-être bientôt en France, on le voit. Monsieur Breton nous a dit qu'on l'aurait vu en Allemagne si les résultats n'avaient pas correspondu aux volontés, où on annule les scrutins qui ne conviennent pas, mais c'est pas nouveau. Je veux dire, on a fait revoter les Irlandais plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils votent comme on attendait qu'ils votent. Voilà. On s'est assis sur les référendums français et néerlandais sur le traité constitutionnel en faisant passer par l'avement parlementaire ce qu'on n'avait pas pu faire avaler par la voie orale du référendum. On s'est assis sur le vote des Grecs en 2015 et sur le référendum qu'ils ont voté à une forte majorité 6 mois après. Donc, si tu veux, on voit bien. Et aujourd'hui, on a la Roumanie où on annule un premier tour des élections comme on l'a fait en Algérie dans les années 80 avec le succès qu'on sait.
Et puis derrière, on empêche le type qui a 45% des voix dans les sondages de se présenter aujourd'hui. Et puis demain, je ne suis pas forcément un partisan de Marine Le Pen, mais je veux dire, c'est ce qui lui pend au nez aussi. Donc si tu C'est ce veux, que Thierry Breton avait dit sur BFM TV de voilà, l'AFD. voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, cette Europe qui soi-disant est fondée sur la démocratie, elle corsette la démocratie de manière à ce que les peuples ne puissent plus voter que comme on attend qu'ils votent. Voilà. Donc tout ça, est une voie est une impasse, parce qu'à un moment, je pense que les peuples ne se laisseront plus faire et qu'on va arriver à des situations, on le voit en Roumanie aujourd'hui, hein, je veux dire, les manifestations monstres qui sont en Roumanie. Donc si tu veux, on a des vins, cela dit, à On Munich, confirme qu'il y a des manifestations monstres. à Bucarest. Oui, parce qu'il n'y a pas d'image ici. Ah non, c'est non, oui, comme oui, si oui, oui, ah bah oui, Thierry mais Le Pen c'est était oui, sur oui, la c'est table. des centaines de milliers de gens qui sont dans les rues. Mais je peux te parler de la Grèce tout à l'heure, si Ah oui, tu on va veux, parler de la Grèce tout parce à que l'heure. là aussi, on a probablement eu plusieurs millions de Grecs qui sont descendus dans la rue la semaine dernière, sans que ça fasse le moindre titre dans la presse, dans la presse occidentale. Donc tu Euh, nous parlais de Gilles Evans. oui, bah oui, parce que Gilles Evans, il a dit ça, c'est-à-dire qu'à Munich, il a dit les gouvernants européens ont peur de leur peuple. Donc ces gouvernements européens qui ont peur de leur peuple parce qu'ils n'arrivent plus à obtenir leur adhésion. Regarde les élections, les élections allemandes. Les élections allemandes, on a eu de 1945 à il y a une dizaine d'années, deux partis qui étaient alternativement majoritaires. CDU, SPD. CDU, CSU d'un côté, SPD de l'autre, avec des scores de l'ordre de 40-42% quand un parti. Alors parfois il fallait l'appoint du Parti libéral, parfois mais on avait des partis on avait deux partis qui recueillaient en gros 80% des voix du corps électoral. Aujourd'hui, 28 et 16. C'est-à-dire que à eux deux, les grands partis historiques n'arrivent même plus à réunir la moitié des électeurs. Donc si ça, c'est pas une crise démocratique profonde, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé en France. Prenons le cas de la Bulgarie, dont personne ne parle jamais. Hein. La Bulgarie, où je crois le 22 ou 23 février, les bureaux de l'Union européenne ont été mis à sac par une manifestation. Alors on nous dit d'extrême droite et de pro-russe, bien sûr. Mais parce que les gens commencent à comprendre d'où vient le problème. Et donc, en Bulgarie, on vient de procéder en octobre dernier à la 7e élection législative en moins de 4 ans. 7e élection législative en moins de 4 ans. C'est-à-dire que les partis qui autrefois structuraient, enfin qui depuis la chute du régime Zhivkov, structurait la vie politique bulgare. C'est-à-dire en gros une droite libérale et un parti social-démocrate, tous les deux aussi européistes l'un que l'autre, ne sont plus capables de gouverner. De réunir une majorité, avec des taux d'abstention qui avoisinent, pour certains scrutins, les 60%. Et donc, aujourd'hui, après la 7e élection législative, ils se sont mis à 4 partis, dont le parti de droite et le parti social-démocrate, plus 2 autres partis, dont un qui soutient sans participer, pour former un gouvernement. Donc tu vois bien
qu'il n'y a plus, il n'y a plus de soutien populaire à à ce jeu politique qui, dans le cadre de l'Union européenne, est devenu un théâtre d'ombre. C'est-à-dire que comme tout est à Bruxelles, tous les leviers, tous les leviers sur le réel sont à Bruxelles. Eh bien, naturellement, c'est la démocratie elle-même qui est la première victime de de ce transfert de souveraineté à la monnaie, c'est-à-dire monnaie Oui. de ZET, c'est-à-dire toujours dans le dos des peuples et toujours en montant d'un cran par une usurpation de choses qui ne sont pas dans les traités, soit par la Cour européenne de justice, soit par la Commission, qui font que aujourd'hui, on a privé les gouvernements d'action sur le réel et que ces gouvernements n'ont plus aucune crédibilité. Une question parallèle. Toi, en tant qu'historien, comment t'expliquerais le fait que des pays d'Europe de l'Est, d'Europe qui étaient sous domination de l'URSS, de Moscou, qui ont voulu rejoindre l'Union européenne. Donc je parle de la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, d'Orban, la Slovaquie, de Fico, qui lui est de gauche, la Pologne qui soutient l'Ukraine, mais bon, qui traîne des pieds dès que l'Union européenne lui demande quoi que ce soit là, concernant ses affaires intérieures. La Croatie, le président qui a été élu en opposition à la guerre, en opposition à l'OTAN, en opposition au diktat de l'Union européenne. Comment se fait-il que ces pays qui voulaient tellement rejoindre, c'est de là que vienne la résistance à une domination supranationale venant de Bruxelles, plus qu'en Italie ou en France? Il faut regarder comment s'est passée la transition. Alors ça, j'en parle longuement dans la Grèce et les Balkans pour ce qui concerne la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, un peu la Croatie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces régions? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays? On leur a imposé une thérapie de choc. On leur a imposé une thérapie de choc qu'ils ont acceptée, que les peuples ont acceptée à l'époque, avec l'idée, en 5 ans, nous aurons le niveau de vie des Européens de l'Ouest auquel on rêve depuis 40 ans. C'est-à-dire que, si on leur a dit, on va vous donner beaucoup d'argent, on va tout privatiser, et vous allez devenir des Européens à part entière. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité, en dehors de ce discours? Il s'est passé que les vieilles nomenclaturas communistes ont été les principales bénéficiaires des privatisations, et que la promesse, alors ça dépend des pays, hein, c'est pas partout au même niveau, mais la promesse, et notamment en Roumanie et en Bulgarie, la promesse de rattraper le niveau de vie occidental n'a pas été tenue. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu se creuser des gouffres sociaux entre une classe possédante, souvent issue de la nomenclatura communiste, qui s'est enrichie d'une manière extraordinaire, parce que c'est elle qui a capté les aides européennes, c'est elle qui savait faire les dossiers, c'est elle qui était aux positions de pouvoir, et que, effectivement, l'Union européenne a fait pleuvoir sur ces pays des millions d'euros. Mais ces millions d'euros n'ont pas profité à l'ensemble de la société. Ils ont profité à la petite classe possédante. On a vu une explosion de la corruption. Beaucoup de ces États sont aujourd'hui des États mafieux ou semi-mafieux. La Bulgarie aujourd'hui est un des États, avec la Macédoine du Nord, avec le Kosovo, avec l'Albanie, avec la Roumanie, avec l'Ukraine, avec la Moldavie. Tous ces pays-là sont parmi les plus corrompus du monde.
enfin d'Europe et du monde dans les classements de Transparency International. Donc si tu en as eu... Vu que nous sommes arrivés 25e, peut-être la corruption est la valeur cachée de Oui, l'Union européenne. oui, mais c'est tout à fait possible. Si tu veux, je citais dans la Grèce et les Balkans l'autoroute entre Tirana et Pristina qui a été payée par les fonds européens, par vous, mesdames, messieurs, par vos impôts. C'est l'autoroute au monde qui a coûté le plus cher au kilomètre et qui ne sert à rien parce que tout l'approvisionnement du Kosovo passe par la Serbie et qu'il n'y a pas de lien économique entre Pristina et Tirana. Même chose en Bulgarie, on a des autoroutes. Alors, il faut dire en plus que tout ça a été payé par des fonds européens et construit par des sociétés américaines, avec des détournements de fonds absolument cataclysmiques. Donc, si tu veux, on a aujourd'hui en Roumanie des gens qui sont plus pauvres qu'au moment de Ceausescu, et on a des gens qui sont immensément riches. Alors, il faut pas dire qu'une classe moyenne n'a pas émergé. Elle a émergé, mais elle a émergé beaucoup plus difficilement, lentement et petitement que ça n'était le cas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Il se passe que ce sont des pays de vieillards. Pourquoi ce sont des pays de vieillards? Parce que comme on n'a pas été capable, comme l'Union européenne n'a pas été capable de mettre en place des politiques qui leur permettaient de se développer vraiment, ces pays se sont vidés de leur substance par l'émigration. Il y a un exemple qui me paraît tout à fait parlant. Après la crise grecque, les médecins notamment, du fait de l'Union européenne, hein, des politiques imposées européennes et de l'Union européenne, les médecins grecs sont, pas tous évidemment, mais en masse, beaucoup sont partis dans les pays occidentaux parce qu'ils gagnaient mieux leur vie que dans les hôpitaux grecs où on a coupé les salaires par deux. Donc ils sont allés, non mais tu vas voir la chaîne, ils sont allés en Europe occidentale, en France, en Allemagne, en Suède, etc., où il y a une démographie médicale déprimée. Oui. Qu'est-ce qu'ont fait les Grecs? Ils ont fait venir des médecins roumains, parce qu'ils pouvaient les payer moins cher que des médecins grecs. Qu'est-ce qu'a fait la Roumanie? Elle a fait venir des médecins ukrainiens, parce qu'elle peut payer les médecins ukrainiens en Roumanie moins cher que les médecins roumains. Voilà ce que c'est l'Union européenne. Tu vois? Alors, après, on peut nous parler d'Europe sociale, de machin. À l'époque, j'ai rencontré un député, disons, social-démocrate roumain, qui m'avait dit, mais un de nos problèmes, c'est qu'on forme des cardiologues à Bucarest, et puis, surtout les bons, ils ne vont pas aller en Roumanie centrale à 400 € par mois. Et ils sont tout de suite pris à 4000 minimum, n'importe où en Europe. Donc ils partent. Résultat, nous, on est coincés. Qui va en Ukraine? Personne. Et pauvre. J'ai écrit ça dans la Grèce et les Balkans il y a maintenant 10 ans, 15 ans. Que je veux dire, si tu veux, la politique de l'Union européenne qui a poussé 500 000 personnes dans un pays de moins de 11 millions d'habitants quand même. T'imagines le trou démographique que ça fait? Donc il a poussé 500 000 personnes à partir. Et d'ailleurs, je te couvre encore, mais c'est une caractéristique étonnante de cette Union européenne, parce que là, bon, on a la guerre en Ukraine, mais c'est 10 millions de personnes, c'est un quart du pays qui est parti quelque part, que ce soit en Russie ou en Europe. Tu dis la Grèce, c'est colossal, et surtout des jeunes et des diplômés. Et quand on parlait du succès économique polonais, oui, c'est bien sympathique comme succès économique, mais 16,2% de la population est plus dans le pays et envoie de l'argent. Donc on a une sorte de transhumance géante. Bien sûr. Est-ce que c'est pas pour favoriser aussi la fédéralisation? Mixer comme ça, là, empâter les populations? Je suis pas sûr que ça soit consciemment ça. Je pense que c'est surtout
l'intérêt du patronat de faire venir des main-d'œuvre qui peut payer moins cher que les main-d'œuvre locales. Je veux dire, c'est surtout cette logique-là qui est à l'œuvre. Alors maintenant, peut-être que derrière, il y a cette idée, mais je ne les crois pas assez intelligents pour penser jusque-là. Mais la Grèce donc a vu partir 500 000 de ses enfants, la plupart des jeunes, la plupart des jeunes bien formés, contrairement à l'émigration du Sud du 19e siècle, où c'était les plus pauvres qui partaient. C'était les gens qui crevaient de faim qui partaient aux États-Unis sur les bateaux ou en Australie. Voilà. Enfin, moi, je suis à côté de l'île où j'habite, il y a Kalymnos. Les Kalymniotes au 19e siècle, ils sont venus travailler dans les salines du sud de la France. Si tu veux. Donc, et ils allaient fabriquer des pantoufles à Moscou, etc. Ils louaient leurs enfants, je veux dire, parce que c'était la misère, la misère noire. Donc, ils sont d'ailleurs restés autour de Marseille. Il y a toujours une communauté de ces Kalymniotes qui m'invitent chaque fois que je sors un livre et qui continuent à maintenir leur tradition et leur lien avec l'île d'origine. Mais si tu veux, à l'époque, c'était des populations défavorisées, peu qualifiés qui partaient chercher l'aventure, comme chez nous, les Basques ou etc., qui partaient en Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est les plus jeunes, les plus dynamiques, les plus diplômés. Et c'est un vol qualifié, c'est-à-dire que, effectivement, comme tu le disais, des cardiologues roumains, c'est les contribuables grecs qui ont payé les études de ces 500 000 Grecs qui sont partis et qui vont créer de la valeur ajoutée en France, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis, en Australie, etc. Puisqu'on parle de la Grèce, en ce moment, les choses dont on ne parle pas dans nos médias, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, ça pourrait, vu que ce n'est pas très loin. Il y a des manifestations monstres et il y a une sorte de renouveau politique par la base. Les Grecs avaient été un peu assommés en 2015 par la trahison de Syriza. Il y avait une sorte de désamour de la politique. Mais ça semble revenir. D'ailleurs, apparemment, le parti de Zoé Konstantopoulou, qu'on salue et qu'on ira bientôt interroger chez elle, dans la Voulie, dans le Parlement grec, enfin chez elle, elle en fut la présidente, elle n'est pas en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la Roumanie? Il y a eu, si tu veux, il y a eu, à la suite de la trahison de Syriza, il y a eu une énorme dépression démocratique. C'est-à-dire que les gens, on l'a vu, les taux de participation électoraux s'effondrer, la droite se maintenir comme toujours, en fait. L'électorat de droite reste plus facilement fidèle que l'électorat de gauche. Donc du coup, Syriza a été battu et un gouvernement de droite s'est installé il y a maintenant 6 ans, qui a été reconduit il y a 2 ans avec presque 40% des voix, mais un taux de participation des plus faibles, sinon le plus faible, de toutes les élections législatives depuis 1974. Et les Grecs, en fait, se sont dépolitisés et ne croyaient plus à aucun discours politique. Et donc, en gros, c'est une situation qui profite à la droite, parce que on fait crédit à la droite, au moins d'être sérieux sur les questions de défense, ce qui a été le cas, c'est-à-dire que... Ils sont bien habillés, ils mettent des costumes... Oui. Et puis ils ont des fiefs. Ils ont il y a ce côté-là en Grèce où quand même il y a des traditions familiales qui issues de la guerre civile, etc., qui font que il y a des enracinements. Bon. Et donc ce gouvernement a été reconduit il y a 2 ans. Mais voilà, il y a eu un accident. Alors, un peu avant ces élections de 2023, il y a eu un gros accident ferroviaire à Tempi,
entre Athènes et Thessalonique, où un train de marchandises est rentré en collision sur la même voie avec un train de voyageurs. Et dans ce train de voyageurs, il y avait beaucoup de jeunes gens qui rejoignaient leur université à Thessalonique en venant d'Athènes. Et donc, il y a eu une énorme émotion, parce que c'est un pays d'enfants rares et d'enfants rois. Donc, dès qu'on touche aux enfants, ça touche profondément les Grecs. 52 morts. 52 morts. Blessés, Et donc, très vite, on a dit « Ah, c'est le chef de gare qui n'a pas fait son boulot ». L'histoire traditionnelle du lampiste. C'était vraiment ça. Et donc, les élections législatives sont arrivées là-dessus, et on a dit, bon, bah voilà, c'était le chef de gare, etc. Et puis, les parents ne se sont pas laissés faire, et ils ont commencé à enquêter, et ils ont commencé à... voilà, et les politiques, le gouvernement a été obligé de diligenter une enquête complémentaire. Et dans cette enquête complémentaire, alors, il y a des vidéos qui sortent de l'accident, qui ont été prises par les téléphones portables, où on voit une boule de feu venant du train de marchandises, qui a brûlé des gens qui n'étaient pas morts dans l'accident lui-même. Et on ne sait pas ce qu'est cette boule de feu, et on ne sait pas ce qu'il y avait vraiment dans ce train de marchandises, probablement des choses qui n'auraient pas dû y être. Or, le gouvernement et les autorités qui étaient sur place ont très vite bouleversé, volontairement ou involontairement, l'environnement de l'accident, de sorte que les enquêteurs n'ont pas pu mener à bien leurs investigations. Et donc, depuis maintenant un bon mois, on a des mobilisations populaires qui réclament la vérité sur Tempi. Et les gens descendent par centaines de milliers dans les rues, alors à Athènes, à Thessalonique, à Patras, à Volos, dans les grandes... Centaines de milliers dans un pays de 11 millions d'habitants, oui. C'est colossal. Il y a eu probablement plus d'1 million de manifestants à Athènes. Quand on voit les photos aériennes, si tu veux, toutes les avenues qui sont autour de Syntagma et du Parlement étaient couvertes de monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait partout, c'est-à-dire dans les petites villes et dans les villages. Dans mon île où il y a 800 habitants, si tu veux, les gens descendent sur le port avec des pancartes en réclamant la vérité sur Tempi. Les lycéens, etc., etc. Et donc, ils vont pas tenir. Là. Alors, on va voir. Alors, si tu veux, le rapport de la commission d'enquête a été remis il y a 10 jours, et la commission d'enquête dit oui, il y a la responsabilité du chemin de fer, du chef de gare, mais il y a surtout la responsabilité des politiques d'austérité de l'Union européenne imposées en 2015, qui ont fait qu'il y aurait dû avoir deux fois plus de personnel à la gare de Larissa où s'est fait l'erreur d'aiguillage. Puis on supposait aussi que la maintenance avec les politiques d'austérité, que cette société de chemin de fer qui était autrefois publique a été privatisée à une société italienne qui fait passer le bénéfice avant la sécurité, que des choses de signalisation automatique qui auraient dû être installées, ne l'ont pas été, et ne l'ont pas été sous le gouvernement de Syriza. Donc, si tu veux, il y a une mise en cause, autour de cet accident de l'Union européenne, de la Nouvelle Démocratie, le parti de droite, de Syriza et du PASOK, qui était... C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Compréhensible par le peuple, plutôt compris très clairement par le peuple, que ce modèle-là, que veut l'Union européenne, néolibéral, de destruction de l'État, est une catastrophe. C'est peut-être pour ça que le monde n'en parle pas, par exemple. Mais peut-être que ça fait partie de cette nouvelle institution qui est née il y a 2-3 semaines, que je pense que tu adores, qui est présidée en plus par Nathalie Loiseau. Donc c'est dire que c'est extraordinaire.
le European Democracy Shield, Voilà. le bouclier européen pour de la démocratie. Donc, qui a la particularité d'avoir été créé un peu ex nihilo, comme ça, au Parlement, enfin, je n'aime pas ce terme, mais cette Assemblée européenne. Et d'emblée, ils ont exclu 25% des gens qui y sont, Voilà. parce Bien qu'ils ne sont pas dans le Bien bouclier sûr. démocratique. Bien sûr. Donc, peut-être que, en ne nous parlant pas de ce qui se passe en Grèce, peut-être ont-ils activé un bouclier démocratique. Alors, et donc, pour reprendre ce que tu disais sur Zoé, Zoé Constantopoulou a été le porte-voix depuis des mois de ces familles de Tempi, elle a relayé, etc. Elle a fait un gros travail grâce à la voix qu'elle a retrouvée au Parlement. Oui. On comprend parce que du coup, elle a de nouveau accès aux médias et donc, avec sa représentation parlementaire aux élections nationales et aux élections européennes, elle dispose maintenant d'un temps de parole. Donc, elle a accès aux médias. D'un autre côté, il y a une mise en cause des partis du système. Donc, la Nouvelle Démocratie, même si elle reste en tête, a perdu beaucoup de voix. Je crois que dans les derniers aux élections législatives, ils ont fait 40%. Là, ils sont du côté de 28, si tu veux, 27, 28. Le PASOK est à 12. Et alors, dans les derniers sondages, Cap sur la liberté, donc Plefsi Eleftherias, de Zoé Constantopoulou, arrive maintenant en troisième position, entre 8 et 10%, talonnant Génial. presque le PASOK, doublant Syriza, qui a éclaté et qui est aujourd'hui autour de 6%, et qui n'est même pas sûr que cette baisse va... Elle a doublé le vieux Parti communiste. Et la dernière chose, c'est qu'elle vient de doubler le parti d'extrême de droite radicale. Voilà, donc si tu veux, il semble que les choses bougent du fait de cet accident qui, comme tu le disais, n'est pas un fait divers, mais est un fait systémique de la politique de l'Union européenne. Et de l'effet à 15 ans. C'est un révélateur au sens chimique, de Absolument, la révélation chimique. Absolument, absolument. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la commission d'enquête elle-même parle de la responsabilité des politiques d'austérité imposées à la Grèce par l'Union européenne. Donc, si tu veux, là, il y a quelque chose sur lequel, quelque chose qui est du domaine du mur de la réalité contre lequel on se cogne. Et à l'Union européenne, ils ont réagi? Non, Pas de commentaire? non, pas de commentaire. Ça fait partie du bouclier démocratique, Mmh. je suppose. Et donc, Zoé Constantopoulou, c'est la femme à abattre. Ah bah Parlement maintenant tout le monde lui tire Est-ce dessus. qu'elle va se prendre le bouclier démocratique européen? Écoute, l'avenir nous le dira. Parce qu'elle, franchement, on ne peut pas l'accuser d'extrême droite, fasciste ou que sais-je. Non, mais on l'accuse de plein de choses en ce moment. Ah oui. Et ça va en dessous de la ceinture. Hein. Mais déjà, ça allait au-dessous de la ceinture à l'époque où elle était présidente de la Boulie. L'autre jour, on lui a reproché, je sais pas quoi, de ne pas avoir d'enfant, un truc comme ça, en pleine séance de l'Assemblée. Le type a été exclu de la Nouvelle Démocratie, quand même. C'est bon de ça, con. Bon. Une question par rapport à ce que tu disais au début. Tu avais dit en 2015, avec ce qui s'est passé en Grèce, tu as une forme d'optimisme, tu t'es dit, bon, là, ça va craquer. On a vu que l'UE s'est en fait renforcée. Elle a renforcé son emprise sur les États, sur les gens. Von der Leyen est caricaturale, elle se comporte en chef d'État, en fait, une commission européenne transformée en pouvoir exécutif. Il n'y a que les Chinois qui l'accueillent avec le ministre du Tourisme, parce qu'ils se demandent mais que fait cette dame ici, et les Américains qui lancent une procédure contre elle. C'est ça qui est nouveau quand même. C'est que quand même tout ce que dit Trump sur le fait que l'Union européenne, enfin la construction européenne aurait été créée pour emmerder les États-Unis ou pour les dépouiller, etc., c'est quand même historiquement totalement faux. C'est-à-dire que le fédérateur a toujours été les États-Unis.
Donc, ce qui est nouveau dans la situation, c'est quand même que le fédérateur ne veut plus être le fédérateur. Et Et bien justement, c'est ça ma question. Donc là, on a une situation un peu bizarre, où celui qui a fait cette Union européenne-là, et également Donald Trump, s'il se rend compte qu'il faut faire la paix, bon, élude complètement le fait que c'est les États-Unis qui ont poussé à la guerre en Ukraine par l'extension de l'OTAN, même s'il le dit, mais bon, oui, c'est une sorte de pâté, parce qu'il n'a pas trop envie d'appliquer les États-Unis dans l'affaire. Euh, c'est quand même les États-Unis, on voit bien la course, sans le soutien américain, ça ne va pas tenir longtemps, bien qu'ils se battent bravement, c'est les soldats ukrainiens. Cette fois-ci, comment, selon toi, ces gens-là envisagent-ils de tenir si il n'y a plus le soutien américain, eux qui sont dans une situation européenne qui n'est pas celle de 2015 justement, où la dette est partie en vrille dans beaucoup de pays, y compris en France, où la balance commerciale extérieure, y compris en Allemagne, est devenue négative, qui n'a pas vraiment de ressources, qui s'est coupé les liens avec le plus gros fournisseur de ressources qui est juste à côté, qui est la Russie, mais pas seulement dans les hydrocarbures, qui a un problème d'industrialisation au point où ça se désindustrialise, et en plus les États-Unis font la guerre depuis Joe Biden pour rapatrier des entreprises. Euh, euh, pour et expatrier les entreprises. Expatrier. Non mais rapatrier chez eux. Ah oui, expatrier enfin, pour faire venir l'industrie allemande chez eux. Ils réussissent plutôt bien déjà sous Joe Biden. Et maintenant, on se rajoute à ça une économie défaillante, une position géopolitique maigre, pauvre. Quand on regarde ce que disent les Indiens, les Chinois, les Africains, bon, les Européens comptent plus beaucoup. Hein. Il n'y a plus qu'eux-mêmes qui se regardent dans le miroir comme les pans en croyant qu'ils sont beaux, bels et forts. Et maintenant, ils veulent en plus investir, multiplier les dépenses militaires, donc contre-productives, emprunter des sommes colossales, 800 milliards, ce qui était dans le rapport Draghi, sans le soutien derrière des États-Unis, mais qui à Bruxelles croit que ça va tenir? Est-ce que tu penses que ça va tenir? Tout en vendant tout en bradant nos fleurons de défense. Oui, en plus. Hein, parce que on compte plus les entreprises qui travaillaient, les sous-traitants qui travaillaient pour Dassault ou pour nos industries de défense. Enfin, j'entendais encore hier sur CNews, je crois, une entreprise qui en Corrèze fabrique des systèmes de refroidissement pour nos sous-marins nucléaires et le Rafale, etc., qui est en train d'être vendu aux États-Unis. Donc, si tu veux, on a un décalage total entre un discours va-t-en guerre, on va faire des étincelles, et puis les faits où on continue à démembrer l'industrie française et l'industrie européenne. Et en plus à au l'intérieur, profit des États-Unis. Et en plus à l'intérieur, on a des manifestations de monstres en Grèce, monstres en Roumanie. Oui. On a tout un tas de gens qui votent de plus en plus mal. Les référendums, on n'en fait plus. Ils votent pour des partis nationalistes ou alors pour des partis populistes de gauche. Et puis en réalité, le discours européen de Macron, il est le seul à le tenir. Enfin, j'ai vu que Charles Michel avait dit des choses à peu près aussi imbéciles que lui, mais Charles Michel n'est plus rien, il n'est même plus président du Conseil, donc il essaye d'exister, ce qui est humain. Mais Madame Meloni n'est pas du tout sur la même ligne. Les Espagnols, le gouvernement espagnol qui ne tient que par l'accord des séparatistes catalans, qui les soutient comme soutien attendu. Le type qui arrive au pouvoir en Allemagne vient de chez BlackRock. Il va vraiment mener une politique. Merz. Oui, Merz, il va vraiment mener. C'est comme Draghi qui venait de Goldman Sachs. Oui, et puis Monsieur Breton qui part chez Bank of America. Donc si tu veux, tout ça confine au ridicule. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut penser aujourd'hui que les forces de dissociation sont bien plus fortes que les forces de cohésion. Tout le flanc, à mon avis, tout le flanc sud est en train de dériver ailleurs. Alors on peut interdire à Georgescu de se présenter, mais ce qu'on voit dans les élections roumaines et bulgares depuis 10 ans,
c'est la montée continue des partis eurosceptiques et qui s'orientent plutôt vers les BRICS, vers la Russie, vers ce bloc où on ne leur fait pas la morale et où on ne leur impose pas des politiques économiques ravageuses à longueur de journée. Et du gaz pas cher. Ah ben, c'est une Ça finit partie, par coûter. c'est une partie du problème pour la Roumanie et la Bulgarie. C'est-à-dire qu'ils avaient des contrats de gaz extrêmement avantageux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question culturelle de l'ordre du conservatisme contre... Il y a une proximité bulgaro-russe culturelle qui est extrêmement forte. Hein. On disait du temps de l'URSS que si la Bulgarie n'était pas une république de l'URSS, c'est simplement parce qu'elle n'avait pas de frontières communes avec l'URSS. Bon, je veux dire, le bulgare et le russe sont très proches. Donc le régime Givkov suivait à la lettre et parfois précédait les inflexions du régime soviétique. Il y a une très grande proximité entre la Russie et la Bulgarie. Et puis ces pays souffrent également d'être en permanence tenus pour des membres de seconde zone de l'Union européenne. Il y a un mépris dès le début. On a mis beaucoup plus de temps à intégrer la Roumanie et la Bulgarie. On a mis beaucoup plus de temps à intégrer les Roumains et les Bulgares que les Polonais ou les Tchèques. Pourquoi ? Parce que les Polonais et les Tchèques étaient déjà en réalité intégrés à l'espace économique allemand. Et que donc, on a cessé, mais ça, pour moi, c'est une des clés de compréhension. J'en parle dans les premières pages de la Grèce et les Balkans, de la coupure entre l'Europe catholique et catholico-protestante et l'Europe orthodoxe. Il y a un sentiment de supériorité de l'Europe catholico-protestante sur l'Europe orthodoxe qui explique le comportement qu'on a eu avec la Grèce, le comportement et qui explique le fait que en Ukraine on ferme les yeux sur les persécutions religieuses des uniates ukrainiens de Kiev sur les orthodoxes, dont on a fermé les églises qui se rattachent au patriarcat de Moscou, dont on a fermé les églises, les monastères, etc. Zelensky a changé la date de Noël. Oui, comme dans les guerres de Yougoslavie, on a pris le parti de la Croatie contre la Serbie. Si tu regardes. Donc tout ça, c'est des réflexes qui remontent très très haut. Donc tu dirais que toi, l'historien du temps long, qu'il y a quelque chose qui est toujours de l'ordre de 1204, le quatrième croisade, prise de Constantinople, et des chevaliers teutoniques qui allaient pendant des siècles combattre. Absolument, je suis absolument convaincu. Donc dans la guerre en Ukraine, parce que ce qu'on rappelle, on a rappelé dans plusieurs émissions ici, et je pense qu'il faut toujours le faire, parce qu'elles ne sont pas de nulle part, ces guerres en Ukraine, parce qu'il y a eu l'expansionnisme suédois qui bien sûr. à Poltava. Il y a eu la guerre de 1853-1856 franco-britannique qui s'est passée en Crimée, à Sébastopol, Malakoff, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Puis on a eu 1918-1921, la guerre s'est passée littéralement au même endroit, quasiment avec la même coalition. Bien sûr. Bon, là, c'était contre les bolcheviks. Bien sûr. C'était pas des nazis. Bon, voilà. Mais toujours au même endroit, en fait. On a une sorte de... Non, il y a une ligne de fracture géopolitique culturelle qui pour moi est fondamentale et qui remonte. Je te dis, je crois que je le dis dans l'introduction de la Grèce et les Balkans il y a 10 ans. Donc, mais c'était tellement évident au moment des guerres de Yougoslavie. Ça a été extraordinairement. Aujourd'hui, la ligne de front est sur l'Empire romain d'Orient et d'Occident. L'Empire romain d'Orient, Empire romain d'Occident. Mais je reviens à ma question. Comment tu expliques qu'on ait validé, enfin, il n'y a pas que ça, il y a évidemment des intérêts géostratégiques sur les gazoducs, le tracé des gazoducs qui aurait dû passer par là, venant de Russie, pour contourner l'Ukraine par le sud. Mais comment expliques-tu qu'on reconnaisse au Kosovo le droit à la sécession et qu'on ne le reconnaisse pas au Donbass ?
Voilà, ou qu'on ne le reconnaisse pas aux Arméniens du Karabakh. Ou qu'on Il y a fasse, évidemment, il y a évidemment deux poids, deux ou qu'on mesures. fasse des référendums au Monténégro qu'on fait imprimer. Voilà, tu vois Pareil. y a-t-il eu des sanctions prises contre la Turquie depuis qu'elle occupe le nord de Chypre depuis 1974? Voilà, justement, j'avais encore deux questions à te poser. Juste sur celle-ci, on a un peu dévié. Comment crois-tu que cette Union européenne-là, qui a tant de difficultés économiques, qui est en rupture d'une certaine manière avec le patron à Washington, comment peut-elle tenir dans ce contexte de tension extrême? J'ai commencé par te dire que je me méfiais de mon Voilà, c'est sentiment, ça, d'optimisme. mais mon sentiment profond, c'est qu'elle ne résistera pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de fédérateur extérieur, où le fédérateur extérieur, s'il se maintient, mais j'ai la tentation de penser qu'on est parti pour 12 ans. C'est-à-dire que je pense que Vance, euh, on a rarement vu un vice-président prendre cette place-là, la prendre aussi vite et avec cette étoffe-là politique. Donc, si tu veux, je pense que derrière, une partie de la politique de Trump va être de vouloir enraciner sa rupture dans le temps et va être de pousser Vance en avant pour qu'il soit... alors, on verra ce qui se passera. Mais si on a 12 ans où le fédérateur s'absente ou devient hostile, que de l'autre côté, on a le bloc des BRICS qui se solidifie, ce qui est quand même, j'ai suivi vos aventures à Kazan avec beaucoup d'intérêt comme beaucoup. Je veux dire, voilà, aujourd'hui on a un bloc dans lequel, enfin, c'est pas un bloc, mais on a un ensemble de pays dans lequel le multilatéralisme, la nation, je crois que Todd insiste là-dessus, c'est-à-dire c'est le retour c'est le retour de l'État-nation, contrairement à tout ce qu'on nous a bassiné pendant 50 ans ou 60 ans. Donc on est dans ce moment historique où en réalité l'Union européenne est en échec total. Échec parce qu'elle a plus de parrain, échec monétaire, échec industriel, échec militaire. Je veux dire, bien sûr qu'il fallait pas désarmer. C'est pas nous, les souverainistes, qui avons dit qu'il fallait toucher les dividendes de la paix. Hein, c'est Monsieur Fabius, grand européiste, qui a refusé de sortir du système monétaire international en 83 et fait le tournant de la rigueur. Donc, si tu veux, tous ces gens-là, ils sont dans une logique qui a 40 ans et qui aboutit à une catastrophe. Moi, quand je commençais la préparation militaire au milieu des années 90, on avait 1300 chars lourds. Tu discutes déjà plus avec 1300 chars lourds que 220 dont la moitié roule pas. Bien sûr. C'est plus Bien sérieux. sûr. Tu es spécialiste. L'Union européenne a démantelé l'industrie de défense grecque parce qu'elle coûtait cher. Donc les Grecs avaient leur propre industrie de défense, ils fabriquaient des munitions, ils fabriquaient une série de matériel. Je veux dire, on a obligé les Grecs en 2015 à fermer leurs usines d'armement. C'est extraordinaire. Tu es un fin observateur aussi de ce qui se passe. Et leur chantier naval. Oui, comme en Croatie d'ailleurs, Pula. Tu es un fin observateur du pays qui est pas très loin de tes côtes, que tu vois quasiment, la Turquie, qui est dirigée depuis un certain temps maintenant par Erdogan, qu'on peut trouver être un sinistre personnage, mais en tant que chef d'État qui tente de maximiser la puissance de la Turquie, lui, il est sans pitié. Il travaille extrêmement bien à cela. D'ailleurs, en tenant la dragée haute à l'Union européenne qui menace systématiquement d'un déferlement migratoire. Il a réussi, et qui condamne la Grèce quand elle prend les moyens de l'arrêter. Il a réussi une extension de sa puissance dans la zone turkmène d'Asie centrale, en particulier en étant, en se servant de l'Azerbaïdjan comme proxy pour vaincre l'Arménie, ils ont la conquête du Haut-Karabakh. D'ailleurs, on avait déjà les drones et
en plus petit. Bon, c'est des petits pays, mais on avait déjà ça pour ceux qui suivaient. On voyait bien que l'Arménie Et pas les gros drones, les essaims de oui, drones. les 5 drones, et puis de dans petits chaque drones. unité, le petit drone d'observation bon, Mmh. qui a fait que l'Arménie, qui est déjà bien grosse, a été très vite paralysée. Elle avait au moins une guerre de retard. Et puis la réussite, entre guillemets, mais réussite de ce projet néo-ottoman qui se fait en Syrie, avec toujours l'objectif de conquérir le Rojava, conquérir Mossoul, un bout de Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que se crée, en raison de la stupidité des Européens, une puissance géopolitique qui pourrait, pourquoi pas, menacer la Grèce si l'OTAN s'effondre? Parce que le maintien de l'OTAN, ça, rien n'est garanti. Visiblement, Vance, en tout cas Elon Musk, tous les 2 jours, écrit qu'il faut sortir de ce truc-là, de ce machin-là. Est-ce que là, on n'aurait pas justement une Grèce affaiblie, plus vraiment d'article 5, les Américains qui ne les intéressent pas trop ces histoires, puis de toute façon, leurs bombes nucléaires ne sont pas stationnées en Grèce, mais elles sont stationnées en Turquie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade guerrière? Si, il y a un vrai risque. Je veux dire, on a en face de nous une puissance qui est une puissance de 80 millions d'habitants maintenant, si je me trompe pas, qui les a même probablement dépassés, qui s'est doté d'une vraie industrie d'armement, parce que ça fait maintenant 25 ans non pas 25 ans, 23 ans que Erdogan est au pouvoir, et donc une de ses priorités a été de créer une industrie d'armement. Donc il a une industrie d'armement, et il a aujourd'hui une industrie d'armement qui est une industrie d'armement exportatrice. C'est-à-dire que... et une armée sérieuse. Alors, numériquement, c'est la deuxième de l'OTAN. Oui. Alors, numériquement, c'est une armée importante. En réalité, pour l'instant, il n'y a pas eu de guerre de haute intensité dans laquelle cette armée a pu faire preuve de ses capacités. Personne en Europe non plus. Non, mais lors de la tension gréco-turque dans la mer Égée, où tu disais que je voyais passer les bateaux sous mes fenêtres, ce qui est vrai il y a maintenant 3 ans, 4 ans, 4 ou 5 ans, la Grèce a tenu bon et il a reculé. Donc, si tu veux, il y a des doutes. Mais dans un OTAN existant avec Joe Biden, avec les démocrates. C'était la fin de Trump. C'était la fin de Trump et la première administration Trump a soutenu la Grèce d'une manière assez. Et la France également, il faut reconnaître ça à Macron. C'est vrai. Ouais. Macron a signé à la suite de cette crise un accord de défense mutuel avec la Grèce, bilatéral, avec assistance automatique. Donc en principe, si une île grecque est envahie, l'armée française intervient. Donc il y a des exercices navals, etc. Alors après, la Grèce a mis en place un système de containment, notamment son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Nikos Dendias, qui est devenu depuis ministre de la Défense, et pour lequel j'ai beaucoup d'estime, parce qu'il est en train de réformer profondément l'armée grecque, et notamment, il vient de mettre à la retraite toute une partie du corps d'officiers pléthoriques pour passer à autre chose, et notamment doter la Grèce de drones et de systèmes de défense dont elle n'a pas le droit. Alors, si tu veux, il y a face à cet expansionnisme turc que tu décrivais parfaitement, il faut ajouter à ça manipulation de milices au Liban. Oui. Il faut ajouter à ça pénétration en Afrique, notamment au Rwanda.
Et en Libye. Et en Libye, bien sûr, en Libye, c'est lui qui maintient en place le gouvernement islamiste de Tripoli. Hein. Alors que c'est les Avec... Russes qui ont l'autre côté avec Oui, Haftar. C'est juste pour oui, rappeler l'immense oui, succès qu'on a encore eu oui, oui, en oui, oui, Libye, oui, on n'a oui, même pas oui, le contrôle, oui, c'est les Turcs et oui. les Russes. Des relations de plus en plus étroites avec l'Algérie. Euh, et j'ai une amie qui faisait partie j'ai une amie qui faisait partie de la commission d'historiens sur le génocide du Rwanda et qui m'a dit notamment que entre deux voyages au Rwanda, dans les mémoriaux du gouvernement rwandais sur le génocide, où il y avait une partie historique sur les autres génocides, les panneaux sur le génocide arménien ont été enlevés. Et ils ont été enlevés sur pression de l'ambassade de Turquie. Incroyable. Donc la Turquie est devenue le gestionnaire d'un certain nombre d'aéroports africains. Donc si tu veux, il y a un vrai... J'étais récemment à Dakar, il y a un terrain, les grands terrains de football ont été construits par la Turquie. Voilà, donc il y a une vraie pénétration qui est une pénétration islamiste. Hein. C'est un gouvernement islamiste. Il n'a jamais, jamais caché. Je veux dire, il a d'ailleurs dit, avant d'arriver au pouvoir, quelque chose qui pourrait s'appliquer à l'Union européenne, qui est la démocratie, c'est comme le tramway, on en descend au terminus. Donc, si tu veux, cet expansionnisme impérial, la Grèce a mis en place une diplomatie, parce qu'elle a encore une diplomatie, elle, de containment. Donc il y a des accords de défense avec l'Égypte, il y a des accords de défense avec les Émirats arabes unis, avec Israël, qui forment une partie des aviateurs grecs, et au-delà avec l'Inde. Il y a des relations, parce que Islamabad et Ankara sont très proches, et donc Athènes et Delhi ont noué un partenariat stratégique. Donc si tu veux, les Grecs ne sont pas comme je dirais comme la France ou comme la feuille au fil du vent, en tout cas depuis que Dendias est au gouvernement. Il y a une vraie vision géostratégique de la place de la Grèce qui se veut un pont entre l'Orient et l'Occident, comme elle a souvent été, avec ce voisin menaçant. Et donc voilà. Alors après, effectivement, pour les Grecs, un effondrement de l'OTAN serait probablement une catastrophe. Parce que, il y a quelques semaines, quelques jours, on a annoncé que la base militaire grecque d'Alexandroupolis, mais base militaire grecque qui en fait est mise à disposition des Américains, serait évacuée. Et Alexandroupolis, c'est très proche de la frontière turque. Serait abandonnée par les Américains. Il y a eu un démenti immédiat du secrétariat d'État ou du département de la Défense, du secrétaire à la Défense. Mais c'est quelque chose qui est qui doit être pris en compte. Que cette position vis-à-vis de la Turquie. Bon, après, Erdogan est de toute façon en fin de course. Il semblerait qu'il sera encore candidat aux prochaines présidentielles. Dans quel état de santé, j'en sais rien. L'autre, alors, il manque à l'armée turque des moyens modernes. Ils ont des troupes, mais l'aviation est faible. Ils sont très performants en matière de drones.
D'ailleurs, ils ont construit des usines de drones en Ukraine, et ils ont livré beaucoup de drones à l'Ukraine, au moins dans les premiers mois de la guerre, mais d'après ce que je sais, ces usines ont été assez rapidement détruites par les Russes. Euh, euh, L'armée de l'air a été très très profondément atteinte par les purges. Parce que dans tout l'enracinement de l'AKP, le parti islamiste, il a fallu mettre fin à la domination de l'armée sur la vie politique qui existait depuis Kemal. Et donc, il y a eu plusieurs procès, des procès de Moscou, hein, c'était des procès montés de toutes pièces. Et l'armée de l'air a été particulièrement touchée, et elle est vieillie. C'est-à-dire que Trump avait décidé un embargo, avait destiné un embargo. Trump, premier mandat, avait décidé un embargo sur la vente d'armes à la Turquie. La Turquie avait été exclue du programme F-35 et elle a obtenu de Biden, il y a 1 an ou 2, des kits de mise à niveau de ces vieux F-16. Donc il y a un problème d'armement et il y a un problème aussi avec la marine. On a bien vu, avec la passe d'armes gréco-turque d'il y a 4-5 ans que la marine grecque était largement supérieure en termes de technicité et de manœuvre. Ça ne veut pas dire que c'est une situation stable. Et l'Allemagne a accepté de vendre à la Turquie des sous-marins de dernière génération qui risquent de faire basculer l'équilibre stratégique en Égée. Comme quoi, la vieille géopolitique reste là. Et ça a fait beaucoup de bruit en Grèce. Il y a 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, la France a accepté de vendre un certain type de missiles à la Turquie, ce qui a été très mal perçu par l'opinion grecque qui compte beaucoup sur l'alliance française. Sur l'Arménie, alors ? Voilà, alors sur l'Arménie, le chef d'État arménien, Pachinian, qui était issu d'une révolution, voilà, comme il se passe des révolutions dans le Caucase ou à d'autres endroits, a en fait s'est rapproché de l'OTAN, a perdu le soutien de la Russie. C'est en partie pour ça que l'Azerbaïdjan a eu les mains libres pour reconquérir le Karabakh. Et aujourd'hui, les revendications de l'Azerbaïdjan s'étendent à des territoires de la République d'Arménie, où il y a notamment des ressources minières, avec derrière des sociétés britanniques qui sont toutes prêtes à venir exploiter les dites ressources minières au cas où elles passeraient sous contrôle azerbaïdjanais. Là, il n'y a pas de problème de dictature. Non, il n'y a pas. C'est bizarre, hein? Ah, mais c'est le bouclier démocratique européen. C'est le bouclier démocratique. Il fonctionne de manière... C'est pas simple. Bon, pour conclure, cher Olivier, on a cette tentative folle, une sorte de bout de course, tentative de fédéralisation de l'Union européenne. Pour tous ceux qui sont attachés à la souveraineté, tant la leur que celle des autres pays, mais bon, je parle spécifiquement de la France, en fait, ça serait bien le moment que de revenir à une politique gaulliste, dans tous les sens du terme, géostratégique, de réarmement, mais national, avec nos y compris, si ça prend le temps, tant pis, de relancer refaire ce qui a été perdu, de réindustrialisation, et de repositionnement de la France dans une logique multipolaire. Tout à fait. Je pense que De Gaulle n'a jamais eu aussi raison qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit bien comment
euh, sur la construction européenne, il avait raison, c'est-à-dire qu'il voulait une Europe des États et d'États égaux entre eux. C'est le traité de l'Élysée de C'est le 63, traité de l'Élysée de plan Fouché, 63. qui peut Voilà. rester un modèle pour nous Oui, aujourd'hui. absolument. Et qui a été, on peut le rappeler encore une fois, vidé de toute substance par le préambule unilatéral du Bundestag allemand, disant que ce traité n'avait aucune valeur puisque de toute façon c'était la relation aux États-Unis qui était. Le préambule était poussé par les Américains, justement. Alors le préambule a été coécrit par Jean Monnet, par Ludwig Erhard qui a succédé à Adenauer et qui était un francophobe maladif et qui avait été formaté aux États-Unis. Et évidemment, derrière, celui qui tenait le stylo, c'était les États-Unis. Donc voilà, il avait cette vision d'une Europe des nations, pas d'une Europe des nations justement, d'une Europe des États coopérant entre eux pour ce qui à chacun pouvait être bénéfique. C'est-à-dire, voilà, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même moule, de secouer et de dire on a un Européen. Ben non, on a, comme il disait, Dante, Goethe, Molière, etc., ne sont européens que parce qu'ils sont spécifiquement italiens, français, allemands, etc. Et que c'est en coopérant entre des États souverains qu'on peut redonner à nos vieux pays voix au chapitre. Et c'est surtout en étant aligné sur personne. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a rabâché pendant 60 ans à nous dire plus on est nombreux, plus on est puissant, c'est de la foutaise. C'est-à-dire qu'à 27, la position commune, et je pense qu'on va encore le voir aujourd'hui avec la réunion des états-majors, voulue par notre dingo national, je veux dire, l'idée que cette Europe puisse être une puissance parce qu'on est à 27, c'est une foutaise. À 27, la position commune, c'est toujours le plus petit dénominateur commun. C'est jamais une vision. Donc, c'est jamais une vision géostratégique, c'est jamais encore moins une volonté. C'est toujours le plus petit machin sur lequel on peut s'entendre. Donc, à partir de ce moment-là, on ne fait pas l'histoire, on la regarde passer. Et donc, être français, c'est défendre les intérêts de la France, parler au nom de la France et dire ce que nous, avec notre génie particulier qui vient depuis bien avant la République, même si j'étais candidat pour République souveraine, voilà, l'idée de République d'ailleurs est déjà présente chez les légistes du roi de France au XVIe siècle, donc c'est pas contradictoire. C'est avec cette vision-là que nous pouvons être utiles à nous-mêmes et au monde. Voilà, c'est parce que De Gaulle parlait pour la France à Phnom Penh, à Québec ou en Amérique du Sud qu'il était entendu. C'est pas parce qu'il était européen, c'est parce qu'il parlait d'un pays qui a un message à délivrer au monde par son histoire, par ce qu'il a apporté dans l'histoire du monde et dans le respect de chacun tel qu'il est. On peut difficilement faire meilleure conclusion. Je ne rajouterai rien, si ce n'est, eh bien, merci Olivier. C'était vraiment très, très, très intéressant, très enrichissant. Merci, je pense Georges. que ça se reflètera dans les commentaires. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire connaître bien, Fréquences Populaires et cette émission spécifique. On apprend toujours énormément de choses avec Olivier Delorme. C'est très précieux, surtout dans un moment où on a tellement de contre-vérités et surtout de bêtises dans la plupart de nos médias et aucune profondeur d'analyse contrairement à ce qu'on a là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, faites connaître, abonnez-vous sur les autres réseaux sociaux
en particulier sur Telegram, ça nous aidera beaucoup, et puis vous serez au courant de tout ce qui se fait. Voilà, merci à tous, à très bientôt pour Dialogue d'experts, et merci encore une fois, Olivier. Merci Georges, à la prochaine. Et n'hésitez pas, Thémistocle, très très bon livre, bientôt attend Hippocrate, ça va être très intéressant. Est-ce qu'on pourrait l'avoir pour l'été ou pas? Ah, je pense pas, non. Faut travailler, monsieur. Bah oui, oui. Il faut travailler. Merci à tous, à très bientôt.